Je pense que c'est tout à fait universel l'idée que d'une génération à une autre, les attitudes changent vis-à-vis de tout. Et ce n'est pas simplement à cause du changement de génération, mais à cause du devenir constant des conditions matérielles dans la société. Je vais évoquer ce que vous aviez évoqué tout à l'heure en parlant de l'héritage culturel et par exemple de la religion. Comment la religion est perçue dans telle ou telle génération. Je suis d'une génération où la religion est soit perçue comme un élément d'un héritage national qui peut être, disons, bénéfique pour le bien-être spirituel. Ça peut être éventuellement un lieu une réserve symbolique et morale où l'on peut puiser pour être motivé dans un progrès matériel dans le monde, comme ça peut être une réserve ou un répertoire de concepts, de discours politiques ou d'arguments rhétoriques pour faire avancer une certaine extrême droite. Mais je vois des gens qui sont nés à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe siècle. Pour eux, la religion, c'est autre chose. La religion fait partie d'un grand répertoire de choix où l'on va faire comme on dit en anglais, sampling. On va prendre des échantillons de pratiques spirituelles asiatiques, par exemple, des pratiques spirituelles ou de bien-être dans le monde américain, qui sont généralement volées au monde asiatique. On va prendre des éléments, mettons, de l'islam, on va mélanger le tout avec une culture hip-hop des États-Unis ou avec une culture mettons, de ce qu'on appelle le bien-être ou dans ce qu'on appelle la création de zones, de zones sécuritaires, hein, euh, le, la façon dont les jeunes qui sont nés à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, euh, de faire avec les choix politiques, spirituels et culturels, est drastiquement différente d'une génération née au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, comme moi par exemple, parce que les conditions matérielles dans lesquelles ils vivent sont différentes. Euh, les jeunes de la génération qu'on va appeler les millénaires ou les gens plus jeunes qu'on appelle la génération Z, ces gens-là sont nés dans un monde gouverné par l'Internet, où on a une interface directe, entre guillemets, avec les gens, mais toujours à travers une médiation de la technologie. Ils ont accès au monde entier, à une production culturelle, au répertoire symbolique de différentes civilisations partout dans le monde. Alors que les gens, mettons, qui sont nés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il n'avait pas Internet, il était gouverné par une structure du savoir, par des choix sociaux qui sont imposés par un État-nation, qui sont fondés sur la différence entre les États-nations, ou en tout cas la différence entre les civilisations. Et donc, il y a, mettons, l'État est capable, à travers l'éducation, le discours politique, les médias, est capable d'imposer certaines normes et certains choix. Aujourd'hui, les jeunes font leur choix sur une base assez individualisée, mais en faisant du sampling, des choix faits dans des pratiques, dans des cultures, dans des paradigmes complètement différents. Et cela, à mon avis, change notre perception de la modernisation. Pour, si je comprends bien ces jeunes dont je parle, pour eux, la modernité, c'est interagir à travers Internet, c'est interagir avec les moyens de la technologie qui facilite la communication à distance, qui facilite le commerce à distance, donc l'utilisation des cartes de crédit, l'utilisation des transferts bancaires et ne pas avoir accès à l'argent qu'on peut toucher. Et cela affecte aussi leur choix politique, puisque beaucoup de ces jeunes-là ne sont pas nécessairement attachés à l'idée, mettons, de l'État-nation telle qu'on la comprend dans la modernité. Ils sont plus attachés à leur famille politique, à la tribu électronique qu'ils ont. Et pour revenir donc à la question de est-ce que les entités sous-nationales ont un rôle important dans le monde arabe plus qu'ailleurs,
Je pense que oui, mais encore une fois, c'est vrai partout dans le monde, pas seulement dans le monde arabe. Le problème du monde arabe, c'est qu'il n'y a jamais eu de tradition très forte de l'État-nation, et donc les unités sous-nationales, sous l'effet de l'Internet, sous l'effet de la virtualisation très forte de la vie actuelle, fait que euh, la force des unités sous-nationales devient très très importante par rapport à l'espèce d'harmonie ou d'homogénéisation que peut apporter l'État national. Donc, en quelque sorte, le tribalisme planétaire dont parlait Maffezoli, par exemple, qui est créé entre autres par la culture électronique, par Internet, par la virtualisation de l'existence, devient encore plus fort dans le monde arabe parce que déjà, il y a une très grande présence des structures moins importantes que celles de l'État-nation, c'est-à-dire la famille, le clan, ou encore, ce que je répète tout le temps depuis le début de cette conversation, la tribu idéologique ou la tribu virtuelle. On a pu voir que le printemps arabe, par exemple, ça s'est fait entre autres grâce à des tribus virtuelles. Les gens qui se trouvent dans un groupe Facebook, par exemple, peuvent constituer une certaine unité qui est virtuelle, mais parfois elle est plus forte que l'unité que représente un parti politique ou même une classe sociale.